Bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo sur la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius qui fait totalement suite à la précédente vidéo que j'ai mis qui présentait donc les 4 nouveaux personnages qui ont été ajoutés en ce lundi 12 septembre 2016. Donc après avoir vu ces personnages, on va en voir au moins un en action avec le nouveau type de contenu. Alors, avant de se lancer dans le vif du sujet, petite précision pour les personnes qui regarderaient aujourd'hui même cette vidéo et qui hésiteraient encore à se mettre à la version japonaise de Brave Exvius, je vous encourage vivement, si vous êtes bien le 12 septembre 2016, de tenter de créer des parties sur la version japonaise. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que cette semaine, on a des récompenses quotidiennes assez intéressantes, et notamment aujourd'hui 5000 lapis offerts en cadeau. Sachant que sur la version japonaise de Brave Exvius, lorsque vous créez un nouveau compte, après le tutoriel vous obtenez automatiquement 5000 lapis et 5 coupons de tirage gratuits pour vos premiers tirages de personnages. Donc avec ces 5000 là en plus, vous atteignez 10 000 lapis. Donc si après avoir fait le tutoriel, vous avez de quoi donc faire un tirage quotidien à 250, 2 fois 11 tirages donc à 5000 lapis, puisque vous aurez un total de 10 000 lapis, et également 5 coupons de tirage gratuits, ça fait beaucoup. Donc si vous voulez faire des rerolls sur la version japonaise, c'est maintenant ou jamais. Ceci étant dit donc, en plus des nouveaux personnages qui ont été ajoutés, il y a quand même eu un nouveau type de contenu. Donc direction le Vortex pour avoir accès à ce nouveau contenu. Donc c'est une nouvelle bannière qui ne remplace pas encore les bannières de l'event Final Fantasy VI qui lui se terminera le 14 septembre. On a encore un peu de temps pour farmer les petits poissons, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Donc, dans cette nouvelle zone, nous avons accès à tout un tas de cartes différentes, donc je les ai déjà complétées. On va se contenter de faire la première carte parce que ça consomme pas mal de points d'endurance de faire tout ça. Et on va expliquer en quoi ça consiste, etc. Donc, ça nous met une liste de petits objectifs à valider. Il y en a un bon paquet parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de combats à la chaîne. Donc on va choisir nos personnages et on va y aller. Donc j'ai pris Illus avec moi pour pouvoir le montrer un petit peu en action. Malheureusement pas Camille parce que le personnage est à peine au début de sa 4ème étoile, donc je ne pourrai rien montrer avec elle malheureusement. Et je n'ai pas les deux autres personnages. Allons-y. Donc un petit message qui nous prévient tout de même que pour valider cette mission il faudra bien faire l'intégralité d'un seul coup. Ne pas mourir parce que si on venait à décéder, il n'y aurait pas de possibilité de continuer en dépensant des lapis en cas de game over, et il faudrait tout recommencer du début en perdant l'intégralité des choses que l'on aurait récupérées. Bref, c'est parti. Donc, la première zone ainsi que toutes les autres prennent ce type de forme. Donc chose assez sympathique, c'est qu'il y a des petites cutscenes à visionner que l'on peut revoir à loisir en recommençant à chaque fois ces différentes zones. Et ensuite donc on a des séries de combats qui consommeront de l'endurance à chaque fois. Donc vous voyez pour par exemple cette zone là, on a des combats qui coûtent 5 d'endurance à chaque fois, donc 10, 15, 20, 25 points d'endurance au total pour finir cette zone. Et ça augmente à chaque fois, avec des combats qui consomment 19 points d'endurance à chaque fois pour la zone la plus loin. Donc autant dire que on met un petit moment tout de même pour tout terminer. Ok. Commençons par la cutscene. Donc comme à chaque fois avec les nouveaux événements qui ajoutent des personnages originaux de Brave Exvius, les cutscenes se concentrent justement sur ces nouveaux personnages pour leur ajouter un petit peu de background pour que l'on puisse au moins s'y attacher un minimum. Puisqu'il est quand même assez logique que lorsque il y a des personnages par exemple de Final Fantasy X, 12 ou n'importe quel autre Final Fantasy numéroté qui sont ajoutés, on connaît déjà l'histoire de ces personnages, c'est pas la peine d'en rajouter, alors que ces nouveaux personnages qui ont été inventés pour l'occasion, on ne sait rien d'eux. Donc autant avoir une petite histoire, histoire de les mettre en scène. Donc nos 4 nouveaux héros, avec notamment Amelia qui est visiblement une servante du prince, alors je sais plus son nom, mais c'est un prince qui a été ajouté en tant que personnage jouable durant un précédent event, et qui est le fils d'un
d'un empereur local, qui est également un personnage jouable. Bref. Au fur et à mesure des mises à jour, il y a quand même toute une petite mythologie qui se développe, tout un univers pour Brave Exvius, c'est plutôt appréciable. Deuxième petite cutscene. Bien entendu, les dialogues en japonais, je ne pourrais pas vous les traduire. Mais de ce qu'on voit dans ces petites séquences, bon, l'histoire de ces 4 personnages n'a pas l'air d'être particulièrement passionnante pour le coup. Mais bon, au moins, ça a le mérite d'être fait et d'apporter un petit peu de contenu, donc ne crachons pas dans la soupe. Bref, donc voilà Foren, mais qui n'est pas avec son chocobo. Ah bah justement, le voici. Quel fier animal. Et Amelia qui se balade. Pendant quasiment toute l'histoire, on ne sait pas ce qu'elle fait. Hein. Elle va à droite, à gauche, c'est pas clair. C'est pas clair, ses objectifs. Bref, premier combat. Donc à chaque fois, sur chaque combat, on a 2 petits objectifs annexes à remplir pour obtenir des récompenses, et notamment des petits cristaux dont l'utilité sera expliquée juste après avoir fait ces missions. Ok, c'est parti. Donc la particularité de ces zones-là, c'est que déjà, on a des remixes des thèmes de combat classiques de Brave Exvius, que je vais vous laisser écouter pendant quelques instants. Voilà. Y a pas à dire quand même, l'un des gros points forts de Final Fantasy Brave Exvius, c'est vraiment justement ces thèmes, ces musiques sont quasiment toutes réussies, et là aussi c'est assez réussi. Donc, testons un peu les capacités de ce cher Ilius. Comme j'avais dit dans la précédente vidéo, donc des capacités assez particulières qui nécessitent de d'abord lancer une action pour après avoir accès à plein d'autres attaques. Alors, j'ai fait une petite erreur dans la précédente vidéo où je disais que c'était au moment de lancer sa première capacité qui faisait un soin lui rendant 100% de ses points de vie. En fait, non. Ça lui débloque justement une AOE de soin qui redonne 100% des points de vie à tout le groupe. Et donc là aussi, un sort qui donne 75% de MP à tout le monde. 75 MP, pardon, pas 75%. Ça serait un peu violent. Donc on teste. Voilà, 75 MP pour tout le monde. C'est assez puissant. Le fait de pouvoir se régénérer d'autant de MP d'un coup. Et donc, ces capacités-là, si on arrive à anticiper un peu les attaques adverses, si on arrive à les placer au bon moment, il faut avouer que Ilius, ça peut être un personnage sur lequel on peut réellement compter. Hein. Donc son autre sort, qui fait, comme je l'avais dit, une AOE de dégâts physiques, avant de débloquer les capacités suivantes. Là, vu la puissance des monstres que l'on affronte, je vais malheureusement pas pouvoir montrer les capacités que ça débloque derrière, mais je les avais expliquées dans la précédente vidéo. Ok. Et donc, bon là c'est pas vraiment visible, mais entre chaque combat, dans cette zone-là, on ne récupère pas ses points de vie ou ses points de magie. Il faut réussir à survivre tout du long avec nos ressources. Sachant que, ça par contre c'est assez appréciable, entre deux combats, les barres de limite et d'invocation ne se resettent pas.
les prochains objectifs. Bon, à chaque fois, ça nous met un récapitulatif du groupe avec lequel on va faire le combat, mais vous voyez, j'ai beau cliquer, en fait, on ne peut absolument pas modifier ne serait-ce que l'équipement de notre groupe, ni quoi que ce soit d'autre. C'est à partir du moment où, lorsque l'on a lancé la zone dans sa globalité, on a choisi notre équipe, on est figé avec elle durant tout le reste de la zone. Donc, vous voyez là par exemple, hein, la jauge d'invocation, les jauges de limit break sont toujours à fond, il n'y a pas de souci. On va d'ailleurs se fendre d'une petite limit break avec Tidus. Et on en profitera, tiens, aussi au prochain combat pour utiliser la limit break d'Ilius. Voir un peu ce que ça vaut. Ah, une nouvelle petite cutscene. Oh, le petit Chocobo qui queen. Mais je ne sais toujours absolument pas ce que les personnages se racontent. Désolé. Eh bien, c'était court. Combat suivant. Ouais, une AOE qui fait pas mal de hits et qui met également 3 altérations d'état de manière aléatoire. Et dernier combat. Bon, globalement, la difficulté des affrontements est assez peu élevée hein, pour que n'importe quel joueur puisse arriver au bout de ce type de contenu. Sachant que même dans les zones là, les plus élevées de ce contenu, les combats n'ont rien de très très compliqué. Ah, également remix de la musique des combats de boss. Écoutons ça. Ah, ça rajoute une petite flûte à un moment d'ailleurs dans la musique de combat. Hein. Effet garanti à chaque fois hein, qu'on rajoute une flûte dans ce genre de musique. En tout cas, c'est une très bonne surprise. Hein. Ça, je savais absolument pas qu'ils allaient remixer un peu les musiques de combat pour ce contenu et c'est très appréciable. Bien, pour ce boss, tiens, on va se faire une petite invocation. Odin, mesdames et messieurs. Et encore un petit cristal dont on ne sait pas grand chose. Ne vous inquiétez pas. Je vais en parler dans très peu de temps.
Bien. Voilà, et une fois tout ceci validé, ça débloque la prochaine zone, et ainsi de suite. Bizarrement, le contenu s'arrête à cette zone-là, et il y a beau avoir un décor supplémentaire, là en fond, il n'y a rien de plus. Alors, est-ce qu'il y a vraiment rien de plus à débloquer, ou est-ce qu'il faut valider, par exemple, tous les petits objectifs annexes pour débloquer de nouvelles zones? Je ne sais pas. Je verrai bien, de toute façon, j'ai pas bloqué l'intégralité des objectifs annexes. À suivre. Affaire à suivre. Bon, par contre, voilà, il y a une dernière chose très importante à montrer. Donc ces fameux petits cristaux que l'on récupère dans ce nouveau contenu, ils ont une importance capitale et servent à quelque chose de tout à fait nouveau. Donc on remarquera qu'il y a quelque chose qui a changé sur le menu des personnages, en fait cette option qui remplace l'ancienne option qui servait à vendre les personnages en superflu. Donc désormais l'option vendre en fait, elle est là où il y a la liste de tous nos persos. Et il y a ce nouveau petit bouton qui est apparu, qui sert justement voilà, à vendre des unités. Mais donc, ce nouveau menu, à quoi sert-il? Eh bien, il sert à augmenter la puissance de certaines capacités pour certains personnages. Donc à l'heure actuelle, peu de persos sont concernés par ce nouveau type de contenu, et j'imagine que le nombre de persos va augmenter au fur et à mesure. A priori, les développeurs n'ont pas envie de donner cette possibilité-là pour tout le monde trop tôt, parce que je pense que ça casserait un petit peu l'équilibrage général du jeu. Donc ils font ça pour l'instant avec quelques personnages, une poignée vraiment. Donc là, il y a dans le tas que j'ai, donc Kuja, Fina, Roselia, Lyd, Krill, Rain, Karl, Garland, Chizuru, Cécile, Lightning, qui sont concernés, sachant que parmi les personnages qui sont également concernés, que je n'ai pas, il y a Ramza, le héros de Final Fantasy Tactics, et je crois que c'est quasiment tout en fait. Et donc, lorsqu'on sélectionne un de ces personnages, oui, qu'on sélectionne, voilà, on a accès à la liste de ses capacités, et il y a seulement certaines capacités bien précises, en fait seulement 3, qui peuvent être augmentées. Mais suivant le personnage, c'est pas n'importe quoi. Donc dans le cas de Garland, c'est sa capacité Double Hand, sa grosse attaque, en fait sa plus grosse attaque en termes de dégâts, et également sa capacité qui lui permet de faire des dégâts de ténèbres, qui peuvent être augmentés. Donc comment ça se présente? On sélectionne la capacité, et donc on va devoir réunir un certain nombre de cristaux pour pouvoir l'upgrader. Donc il en faut quand même un sacré nombre. En plus il y a des types, enfin des couleurs de cristaux différents, et donc des tailles de cristaux aussi qui varient. Et c'est uniquement dans le nouveau contenu que j'ai montré juste avant que l'on récupère ces fameux cristaux. Une fois qu'on les a tous réunis, il faut également une sacrée somme d'argent. Donc là par exemple il faut 1 million de guilds tout de même pour augmenter la capacité Double Hand. Donc c'est assez coûteux, mais en même temps c'est pas plus mal, parce que jusqu'à présent, sur la version japonaise, on savait pas trop quoi faire de tout notre pognon. Il n'y avait pas vraiment de contenu qui coûtait des guilds, en dehors du coût pour les fusions de personnages. Donc on stocke, et au moins là, on a une manière de les dépenser, ces fameux guilds. Bref, mais on ne peut pas augmenter à l'infini hein, les capacités. Par exemple pour Garland, je vais le prendre pour exemple, et ne pas forcément lister l'évolution de toutes les capacités des autres personnages, parce que ça serait quand même un petit peu long, et pas forcément très utile. Donc en ce qui concerne Garland, donc ces 3 capacités qui peut augmenter, donc Double Hand, qui je rappelle est un passif qui permet d'augmenter de 50% les dégâts de notre arme lorsque on ne porte justement que cette arme là, c'est-à-dire que on a une arme dans une des 2 mains de notre personnage, et dans l'autre main on n'a ni arme ni bouclier. Donc si on upgrade une première fois Double Hand, le bonus passera de 50% à 75%. Et ensuite il y a un autre niveau d'évolution qui permet de passer la capacité à 100%. Ce qui fait que c'est comme si on avait 2 fois la Double Hand. C'est très puissant, très puissant.
Concernant ces autres capacités, donc on voit que par exemple celle-là, comme elle est un peu moins intéressante, elle demande moins de ressources pour être augmentée, donc moins de cristaux et également moins de guilds, 250 000 pour le coup. Et donc là, de base, c'est une capacité qui permet pendant 5 tours de faire des dégâts élémentaires de type ténèbres avec nos attaques classiques. Mais donc si on la fait évoluer, ça ajoutera en plus au niveau 1 une résistance de 50% à l'élément de ténèbres, et au niveau encore supérieur, ça donnera également durant 5 tours un boost d'attaque physique de 50% pour Garland. Donc là encore, quelque chose qui augmente pas mal ses dégâts. Et enfin, sa grosse attaque qui coûte 45 MP, donc de base c'est une attaque qui fait 140% de dégâts physiques tout en ignorant la défense physique de 50%, et qui diminue la résistance aux ténèbres de 50% sur toutes les cibles, donc durant 3 tours. Donc avec les upgrades, ça permet d'augmenter la puissance de l'attaque de 140% à 180%, et également avec l'autre montée en niveau, ça augmente le debuff de résistance aux ténèbres de 50% à 75%. Donc j'aurais tenté de dire que en upgradant ses capacités, Garland devient encore plus intéressant. Il était déjà assez intéressant de base, mais là il peut devenir une assez grosse machine à tuer avec des attaques de ténèbres. Et c'est un peu le cas de tous les autres personnages là qui ont la possibilité d'upgrader leurs attaques. Par exemple, dans le cas de Lightning, voilà, c'est un personnage qui est certes très puissant, mais qui au fur et à mesure des nouveaux persos qui étaient arrivés entre temps, a perdu un peu sa place de top tier petit à petit. Et le fait d'avoir la possibilité d'upgrader ses attaques, ça l'a fait remonter un petit peu. Bon, dans le cas de Cécile, c'est un tank extrêmement puissant, il n'avait pas vraiment besoin de boost, mais visiblement, ce n'est pas au goût des développeurs, et donc oui, il peut upgrader certaines de ses attaques, histoire d'être encore un tank plus intolérable. Bref, voilà pour ce nouveau type de contenu. Ce qui me fait tout de même un peu peur, c'est qu'on récupère ces fameux cristaux au compte-gouttes, donc il va falloir faire certainement beaucoup de runs pour réussir à upgrader ne serait-ce qu'une seule fois une capacité d'un personnage. Mais bon, a priori, c'est des environnements qui ne disparaîtront pas. Il n'y a pas de date butoir ou quoi que ce soit. A priori, ça restera pour indéfiniment. Par contre, l'autre petite chose assez embêtante, c'est que ces fameux petits cristaux de tout un tas de formes et de couleurs différentes viennent s'ajouter à notre liste de matériaux. Et vu la variété des cristaux, autant dire que ça prend de la place. Donc il va falloir dépenser pas mal de lapis pour augmenter sa taille d'inventaire et stocker tout ce beau monde. Et c'est... c'est un petit peu du pouce au crime, ça nous oblige de dépenser un petit peu d'argent peut-être, bref. Donc pensez-y, si vous êtes sur la version japonaise, gardez de côté des lapis, ne dépensez pas tout pour faire les tirages des nouveaux personnages, et augmentez un petit peu votre inventaire, ça vous sera certainement très très utile. Bien, sur ce, je vais vous faire des bisous moustachus à toutes et à tous, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur Final Fantasy Brave Exvius version japonaise.